Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, je vais vous présenter cette communication qui est le fruit en fait d'un intérêt de la part de différentes institutions, à la fois de l'État et du pays, vis-à-vis de cette médecine polynésienne dans la période contemporaine et qui s'est traduit par plusieurs programmes de recherche, des séminaires, une commission, sans néanmoins qu'il y ait pour le moment d'évolution statutaire ou légale majeure. Donc, mon travail de recherche, il a débuté suite justement à la crise sanitaire et à l'octroi de crédits de recherche à l'Université de la Polynésie française à propos de la question de la résilience et notamment de la résilience du système de santé. Donc actuellement, bien qu'il y ait un pluralisme thérapeutique effectif dans les parcours de soins que je décrirai plus tard, la biomédecine est encore la seule qui soit pleinement reconnue, institutionnalisée, légale. Mais dans les faits, il y a un recours à ce qu'on appelle la médecine dite traditionnelle. Ce terme est largement mobilisé tant dans les institutions que dans la population pour faire référence à la médecine polynésienne, pour désigner cet ensemble de connaissances et de pratiques de soins en référence à des traditions culturelles. On peut dès à présent souligner les limites de ce terme de médecine traditionnelle qui est largement utilisé sur le territoire. Déjà parce que il y a pas de stabilité ni d'homogénéité de ces pratiques dites traditionnelles sur le plan empirique, mais aussi parce que parler de médecine traditionnelle, c'est évidemment reconduire une opposition binaire et dépassée entre des sociétés dites traditionnelles et modernes. Et ça marque en fait toutes les perspectives, ça structure toutes les perspectives de reconnaissance institutionnelle de la médecine polynésienne, comme on le verra dans cette présentation. Donc, pendant la crise sanitaire, la question de la place de la médecine polynésienne dans la stratégie de lutte contre le Covid-19 a été posée. Des paroisses, notamment de la religion protestante, ainsi que des municipalités, ont promu et favorisé l'accès aux soins traditionnels pour aider la population à se prémunir, mais aussi à se soigner vis-à-vis du Covid-19 en distribuant des boissons à base de plantes. Donc, les représentants de l'État, du pays et des professionnels de santé ont des réactions très divergentes face à cette pratique qui a été fortement médiatisée. Donc, la crise sanitaire a été l'occasion de s'interroger pour tous ces acteurs sur le statut de la médecine polynésienne et de ses praticiens. En contexte de crise sanitaire, les usages de cette médecine polynésienne sont passés d'une condition relativement normalisée à un problème qui nécessiterait une intervention des pouvoirs publics, soit pour faciliter, soit pour limiter ou encadrer ces usages, si on reprend la terminologie de la sociologie de l'action publique. Donc, dans ce projet de recherche, ce que j'ai cherché à faire, c'est à expliciter les enjeux de ces postures, donc facilitation, limitation, encadrement, pour n'en citer que quelques-unes. Donc, il s'agit d'expliciter ces positions, de décrire ces enjeux et les arguments des différents partis vis-à-vis d'une reconnaissance institutionnelle de la médecine polynésienne. Donc, quelques mots sur la méthode. Donc, je me suis basée sur une approche mixte en mobilisant une enquête qualitative par entretien, par observation non participante, une étude des réseaux sociaux et notamment des échanges sur un groupe dédié à l'échange de recettes et de conseils sur la médecine polynésienne et sur des enquêtes quantitatives auprès des usagers, donc de la population générale et des professionnels de santé. Donc, je vais revenir sur 4 points principaux des résultats de cette recherche. Tout d'abord, le contexte de pluralisme thérapeutique qui va être explicité en décrivant les recours des usagers. Dans un second temps, montrer en quoi la crise sanitaire a aussi été une crise politique, une crise de confiance, mais c'est traduite en fait comme un effet d'opportunité qui a suscité des rapprochements entre certains acteurs. Ensuite, les enjeux perçus de l'institutionnalisation de la médecine polynésienne par la population, par les professionnels de santé, mais aussi par les praticiens de cette médecine.
Et enfin, un point sur la médecine dite intégrative, qui propose d'intégrer la médecine polynésienne, mais on se demandera dans quelle mesure est-ce qu'on peut réaliser cette intégration en dépassant des rapports de domination dans le contexte postcolonial. Donc, pour commencer, ce que notre enquête montre, enfin permet d'objectiver, c'est un contexte d'itinéraire thérapeutique majoritairement pluriel. Donc, dans ce graphique, on a interrogé les personnes sur leur recours à différents types de médecine. La médecine polynésienne, les Rao Tahiti, donc qui désigne, c'est une partie de la médecine polynésienne qui est les traitements à base de plantes principalement. Ce qu'on appelle les Raopopa, donc les traitements issus de la médecine, de la biomédecine. Les Rao Tinito, donc qui sont les traitements proposés par la médecine chinoise. Et enfin, les médecines alternatives. Donc ce qu'on observe, c'est que les personnes qui ont grandi en Polynésie française, comme les résidents de Polynésie française qui ont grandi dans l'Hexagone, ont largement des itinéraires thérapeutiques pluriels. Donc cet échantillon n'est pas représentatif de la population. Néanmoins, on observe une diversité d'usages et on a pu créer, à partir de différentes questions et d'une approche multivariée, une typologie des parcours thérapeutiques habituels, uniquement pour la population qui a grandi en Polynésie française, donc pour cette sous-population de l'enquête. Donc, ce qu'on observe, c'est que parmi les personnes qui ont grandi en Polynésie, très peu décrivent des itinéraires thérapeutiques strictement unidimensionnels. Donc, il y a ceux qu'on a appelés les usagers conventionnels, donc qui ont un usage quasiment exclusif de la biomédecine pour se soigner. 28%, donc environ un peu moins d'un tiers de l'échantillon, on les a appelés les usagers pluriels occidentalisés. Donc c'est principalement ceux qui se soignent avec la biomédecine et avec des médecines alternatives complémentaires. Un tiers de l'échantillon est constitué d'usagers qu'on a appelés intégrateurs, donc qui se caractérisent par un usage régulier de la médecine conventionnelle, mais aussi d'autres médecines chinoises, polynésiennes, alternatives complémentaires. Et enfin, les usagers qu'on a appelés ancrés dans les médecines dites traditionnelles, donc ils vont avoir un recours majoritaire aux médecines polynésiennes et chinoises. Donc, je pourrais revenir sur le contenu et des illustrations concrètes de cette typologie si vous le souhaitez, mais j'avance pour bien respecter le temps. Donc, le deuxième point que je souhaitais aborder était celui de l'impact de la crise sanitaire sur ces itinéraires thérapeutiques et sur la reconnaissance par les pouvoirs publics de cette pluralité des recours. Donc, la crise sanitaire à l'échelle internationale a évidemment induit des réajustements majeurs et itératifs de l'action publique et sanitaire et au-delà. On sait dans la littérature que ceux qui ont le plus pâti de la crise en termes d'impact sanitaire, mais aussi de répercussions des mesures gouvernementales, étaient les groupes sociaux qui cumulaient des conditions, des fragilités en termes de conditions de subsistance, de conditions de santé préalables, de genre ou d'âge. Cette problématique a été particulièrement aiguë en Polynésie française, puisqu'il y a de très fortes inégalités de santé, économiques, ethno-raciales notamment, et puis parce qu'il y a en contexte postcolonial une distance d'une partie significative de la population vis-à-vis des institutions sanitaires et des autres institutions d'ailleurs. Donc cette crise, elle a été également politique, avec des fortes tensions entre les autorités étatiques et celles du pays, donc de la Polynésie, mais aussi au sein de ces instances étatiques ou polynésiennes. La réponse de ces autorités a été jugée largement inadaptée par la population et insuffisante. Par exemple, lorsque l'hôpital était saturé et que les décès se multipliaient, le président du pays de cette époque avait appelé à la prière et aux jeunes pour rendre hommage aux victimes du Covid, ce qui avait été assez mal perçu par une partie de la population et par les soignants. L'obligation vaccinale a évidemment aussi été largement critiquée comme ailleurs, mais particulièrement dans la classe politique locale. Par exemple, le président de l'Assemblée locale
de l'époque avait reconnu ne pas être vacciné. Et lors d'une interview, il avait déclaré: «J'ai l'impression que plus on vaccine, plus on est malade». Donc il y a évidemment eu beaucoup de manifestations contre les mesures sanitaires et contre la vaccination dans la population. Et puis, comme je le disais en introduction, des alternatives ont été promues. Dans la presse, on a parlé de ruée des Polynésiens vers les Rao Tahiti, donc ces traitements à base de plantes, lors de la pandémie. De manière plus minoritaire et moins explicite surtout, il y a eu une réaffirmation de l'enjeu de décolonisation du système de santé, notamment porté par les indépendantistes, avec par exemple la réémergence de l'idée de faire venir des médecins cubains, proposition qui avait été faite en Polynésie lorsqu'il y avait eu un gouvernement indépendantiste en 2015, qui a aussi été faite pendant la crise par d'autres territoires ultramarins, mais qui, portée par les indépendantistes en Polynésie, visait aussi non seulement à pallier la pénurie de soignants comme ailleurs, mais aussi à favoriser l'autonomie du système de santé et l'adaptation des professionnels en contexte insulaire, mais aussi à limiter la disparité et le rapport de domination entre les soignants et la population. Alors, comme le montre ce graphique, issu de notre étude quantitative, la crise sanitaire et sa gestion ont eu un impact dans la confiance globale dans le système de santé. Par exemple, 68% des personnes interrogées ont considéré que la crise sanitaire et sa gestion ont eu un impact négatif sur leur confiance dans les autorités sanitaires. Néanmoins, cette crise de confiance n'a pas eu d'impact majeur sur les itinéraires thérapeutiques des personnes interrogées. Certaines décrivent qu'elles expliquent qu'elles ont perdu confiance dans le système de santé et que ça a eu des répercussions, notamment en termes de réticence à consulter un médecin ou à prendre des traitements médicamenteux. Mais cette crise de confiance, le cas échéant, ne s'est pas nécessairement traduite par un repli sur la médecine traditionnelle polynésienne. Notre enquête montre en effet que lorsqu'il y a un recours à la médecine polynésienne, ce n'est pas par défaut, mais c'est au contraire un choix associé à une conviction dans l'efficacité et dans l'innocuité de la médecine polynésienne, indépendamment en fait, pour la majorité des personnes, de leur rapport à la médecine occidentale. Donc cette crise sanitaire, elle a eu aussi un effet d'opportunité pour les promoteurs de la médecine dite intégrative, puisque suite à la crise sanitaire, c'est un gouvernement indépendantiste et une assemblée indépendantiste qui a été élue. Nombre de ces élus promeuvent aussi le jeûne thérapeutique et les promoteurs de la médecine intégrative, donc des médecins initialement métropolitains, étaient initialement opposés à cette reconnaissance, à cette institutionnalisation du jeûne thérapeutique. Mais suite à la victoire des indépendantistes, il y a eu une alliance entre ces deux types d'acteurs pour promouvoir à la fois la médecine polynésienne et le jeûne thérapeutique. Donc, les enjeux de cette institutionnalisation de la médecine traditionnelle, ils sont perçus de manière particulièrement variable en fonction de la position des acteurs, en fonction au sein de la population, au sein des professionnels de santé, des praticiens et des élus indépendantistes qui sont actuellement au pouvoir. Donc ils oscillent entre plusieurs pôles, entre guillemets, celui d'une meilleure accessibilité de la médecine polynésienne, celui d'une sécurisation des parcours des usagers, mais aussi des praticiens dans leur exercice, celui d'une coordination possible entre médecins et praticiens, celui d'une valorisation soit symbolique, mais peut-être éventuellement économique des praticiens, et enfin celui, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, de décolonisation de la santé. Donc la question qui est posée par cette proposition de la médecine intégrative,
c'est celle de la possibilité de laisser la médecine polynésienne intégrer le système de santé, mais sans rapport de domination. Donc, je vais vous lire un extrait Pardon. Je vais vous lire un extrait d'intervention d'un médecin qui promeut la médecine intégrative lors d'une réunion publique sur la médecine traditionnelle polynésienne. Donc il dit, à l'hôpital, nous on travaille ensemble. Et c'est pas un tradipraticien classique, ce qu'on appelle un néo-tradipraticien. Donc ce médecin a réussi à faire entrer au sein de l'hôpital plusieurs néo-tradipraticiens qui sont salariés de l'hôpital. On a un contrat de confiance, je ne leur demande pas ce qu'elles font. Vous allez faire les deux, comme ça vous convient. Donc, il souligne l'enjeu pour les patients d'avoir le choix. Il dit plus tard, se soigner, c'est donner à tout le monde. Même les animaux savent le faire. Ma petite chienne, elle va dans le jardin, elle fait son Rao Tahiti elle-même. Elle prend de la citronnelle, elle fait son truc. Ça, c'est des petits soins. Ça, faire le Rao Tahiti pour les petits soins, elles savent faire, elles, en montrant les tradipraticiennes à ses côtés. Les grands soins, nous, on sait le faire, donc nous, médecins, c'est notre responsabilité, soigner l'autre. Ça ne se fait pas comme ça, il y a une responsabilité derrière. Et pour ça, nous, on a été formés. Donc, il souligne plusieurs enjeux, mais aussi plusieurs critiques, en fait, qui sont faites à la médecine intégrative formulée de cette manière. Donc, il souligne l'enjeu, exprimé par certains tradipraticiens, d'exercer ouvertement la médecine sous la responsabilité des médecins, donc qui permettrait une protection juridique. Néanmoins, on voit fortement l'ambivalence, voire la condescendance dans son discours, puisque d'une part, on a une reconnaissance de l'autonomie, quand il dit qu'il ne demande pas ce qu'elles font, qu'il les laisse exercer de manière autonome. Il désamorce à ce moment-là la critique, le risque du pillage, de l'appropriation. Mais on voit évidemment qu'il est dans une vision hiérarchique de la capacité et de la légitimité des deux médecines. Donc, pour conclure, on voit ici plusieurs limites, plusieurs risques associés à cette proposition d'une médecine dite intégrative telle qu'elle est formulée actuellement. Donc on peut anticiper que sous couvert d'intégration, ces savoirs traditionnels seront contraints de se conformer aux critères de validation biomédicaux, aux standards de la médecine occidentale, ayant pour conséquence de dénaturer la pratique. Donc c'est une peur qui est fortement exprimée parmi les personnes que j'ai interrogées, tant dans la population que parmi les praticiens de cette médecine. Donc la dénaturation passerait par exemple par le fait de monétiser cette médecine, ou encore par le fait qu'on doive administrer des preuves, ce qui s'articule difficilement avec le registre de la foi. Le risque également est issu d'une marginalisation des savoirs et des pratiques qui ne peuvent répondre à ces standards. Donc par exemple, on le voit dès à présent, il y a une attention très forte portée au traitement à base de plantes, avec une volonté de mener des recherches, mais la dimension ésotérique des soins est largement mise de côté à ce stade dans la mise à l'agenda. En pratique, on le voit avec l'extrait de ce médecin, ce mouvement d'intégration, il reproduit implicitement une relation centre-périphérie entre biomédecine et médecine polynésienne. Et puis, il y a des dimensions difficilement appréhendables par les standards biomédicaux qui risqueraient de disparaître. Par exemple, la notion de spécialisation entre tradipraticiens qui repose sur des critères qui ne sont pas encore décrits et qui ne semblent pas être appréhendés par les représentants de la médecine intégrative. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je crois que j'ai respecté le temps.